Article 1er, nous avons 2 amendements de suppression de l'article 1er. L'amendement numéro 84, qui est défendu par, déposé par M. Prudhomme, qui est défendu par qui? M. Quintesson? Cotenès. Je vous appelle n'importe comment, moi. Allez-y, monsieur. Merci Madame la Présidente. Ce premier amendement, comme de nombreux autres, vise à exprimer notre rejet en bloc de la méthode suite à l'argumentaire que j'ai déjà pu déployer hier soir en présence de Madame la Ministre. Nous estimons que ce projet de loi est proposé au Parlement à la hâte, alors que l'ampleur qu'il revêt nécessite un examen détaillé et approfondi par le Parlement. Ni la méthode des ordonnances, ni l'empressement du gouvernement à faire passer ce projet d'habilitation n'est justifié d'une quelconque manière. Donc nous avons déposé de nombreux amendements visant méthodiquement à supprimer articles et alinéas de ce projet de loi. C'est une manière pour nous de contester la méthode et j'ai observé au cours des débats de ces 2 derniers jours que nous n'étions pas les seuls à mettre en cause la méthode du gouvernement. Je vous remercie. Merci, monsieur. Amendement 172, monsieur Dharréville. Oui. Pardon. Voilà, donc il ne vous surprendra pas également qu'à mon tour, je propose un certain nombre d'amendements de suppression au cours de nos travaux. L'article 1 de ce projet de loi d'habilitation, pour nous, n'est autre que l'amplification de la loi El Khomri qui a, je le rappelle, suscité un grand mouvement, été largement rejeté dans l'opinion, avec des organisations syndicales qui avaient émis de lourdes réserves à l'égard de ce projet. Et sans prendre la peine d'évaluer les effets de cette réforme, il en a été question ce matin dans notre réunion, alors que certaines dispositions de la loi travail ne sont toujours pas entièrement entrées en vigueur, nous voilà déjà dans un projet qui va élargir la brèche et approfondir encore ce sillon, et qui habilite le gouvernement à réécrire des pans entiers du Code du travail. Cet article prévoit la généralisation de l'inversion de la hiérarchie des normes. Pour nous, nous maintenons cette affirmation en donnant la primauté à l'accord d'entreprise et donc au détriment de la loi. Or, nous savons bien que c'est parfois au niveau de l'entreprise que le rapport de force est le plus défavorable à un certain nombre de salariés. Et désormais, le principe de la primauté de l'accord d'entreprise deviendrait donc le principe dans tous les domaines du droit. Ils ont été largement évoqués, en dehors de ceux où il serait interdit par exception de déroger à l'accord de branche. Si des annonces ont été faites par voie de presse, rien n'indique encore que ce que le gouvernement entend précisément faire, mais tout laisse présumer ce que je viens de décrire, qui est le fruit d'une remise en cause du fruit de nombreuses conquêtes sociales. Donc sous prétexte de renforcer le dialogue social en favorisant la décentralisation de la négociation collective, il s'agit pour nous en réalité d'affaiblir les protections sociales avec un code du travail à la carte pour chaque entreprise. Nous ne pouvons souscrire à une telle entreprise de démantèlement des acquis sociaux. C'est pour cette raison que je vous propose de supprimer l'article 1er. Merci monsieur. Y a-t-il d'autres interventions au sujet de ces 2 amendements? Alors, je demande l'avis du rapporteur. Oui, mes chers collègues, bonjour. J'entends vos amendements et vos arguments. Il s'agit là d'un positionnement politique global, d'ailleurs, pour vos deux groupes. Donc, j'entends aussi que, fort du vote de confiance qui est intervenu hier, pour ma part, je suis tout aussi donc logiquement défavorable à vos amendements. L'Assemblée nationale a, par son vote, légitimé la méthode retenue par le gouvernement à travers la présentation de cette loi d'habilitation et le choix de concertation avec les partenaires sociaux. Il est important que ce texte puisse maintenant vivre et suivre son chemin, même si je suis bien sûr prêt à répondre sur le fond aux amendements justement de fond, présentés par nos collègues, quel que soit d'ailleurs le groupe auquel ils appartiennent. Je souhaite aussi dire à cette occasion que si la très grande majorité des amendements déposés sur ce texte par mes collègues recueillent malheureusement un avis défavorable, c'est principalement en raison du respect de cette méthode qui a été mise en place. En effet, certains amendements ont cherché à inscrire en dur des dispositions sur lesquelles la concertation était lancée. La ministre, d'ailleurs, a pu s'exprimer assez largement hier sur le sujet. Tandis que d'autres ont cherché à préciser dans un sens ou dans un autre le sujet soumis à la concertation avec les partenaires sociaux
Et dans un cas comme dans l'autre, il me semble que toutes les modifications proposées, qui consistent dans les faits à restreindre le champ de cette concertation, va à l'encontre de la voie empruntée, mais aussi des objectifs poursuivis qui consistent en particulier à définir de nouveaux espaces de négociation avec ses partenaires sociaux. Les supprimer me semble donc contre-productif. J'ai donc un avis défavorable, Madame la Présidente. Bien. Je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Amendement 50. Qui défend l'amendement 50? Monsieur, allez-y. Je le redis une nouvelle fois, il faut bien imaginer que la plupart des Françaises et des Français, à ce stade, ne mesurent pas l'enjeu de ce projet de loi pour la simple et bonne raison que le gouvernement organise méthodiquement la confusion derrière une pluie de truismes dont nous avons eu droit depuis plusieurs jours, le dialogue social dans la négation complète des rapports de force que l'on peut assumer de reconnaître calmement, comme je l'ai dit ce matin devant nos interlocuteurs. Et il est nécessaire d'avoir non seulement le temps du débat parlementaire, mais également le temps de l'explication à nos concitoyens. Combien de Françaises et de Français sont au courant aujourd'hui de ce qui est en train de se passer et savent l'ampleur de ce projet de loi et ce qu'il va supposer? Nous exigeons une nouvelle fois que le débat parlementaire puisse être respecté, que les députés aient le temps de s'installer et d'un débat apaisé sur un sujet qui le mérite. Merci. L'avis du rapporteur? Oui, Madame la Présidente, mon avis ne va pas vous surprendre. On est sur les mêmes explications que celles que j'ai pu donner tout à l'heure. Donc il s'agit pour moi d'un positionnement politique global. J'ai bien lu que vous souhaitiez supprimer l'alinéa 1. J'ai bien sûr un avis défavorable sur cet amendement puisque je souhaite que ce texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, suive son chemin. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement 50 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Amendement 52 qui est défendu par monsieur Catanens ou... Toujours pareil, rien ne justifie la méthode du gouvernement sur ce projet de loi. Avis du rapporteur. J'ai peur de ne pas être original, Madame la Présidente. Avis défavorable pour les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure. Même vote. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Amendement 73 qui est défendu par monsieur Catanens ou Madame Fiat? Madame Fiat. L'article 1er vise à habiliter le gouvernement à réécrire la totalité des dispositions du Code du travail pour consacrer la primauté des accords d'entreprise sur les conventions et accords de branche nationaux professionnels et interprofessionnels au détriment des salariés. Le reversement de la hiérarchie des normes qui pourrait opérer le gouvernement en se fondant sur cet article qui l'habilite à faire de l'entreprise le centre de la négociation sociale plonge les salariés dans une incertitude juridique qui leur est dommageable. En s'appuyant sur cet article, le gouvernement pourrait également placer les petites et moyennes entreprises dans une situation concurrentielle interne au territoire national en leur supprimant la possibilité de se référer à un droit conventionnel de branche commun à leur secteur. Il s'agit d'une aggravation de l'inégalité des droits entre salariés alors que la loi se doit de protéger et promouvoir leur égalité. Par ailleurs, cet article aboutit à un désarmement des services de l'État dans le contrôle de l'application des normes de travail en créant un droit du travail différent par entreprise que les services compétents ne pourraient intégralement appréhender et contrôler. Cet article va à l'encontre d'autres dispositions du projet de loi d'habilitation, notamment l'article 2B, habilitant le gouvernement à accélérer la procédure de restructuration de branches professionnelles en modifiant les éléments de la loi numéro 2016-1088. Or, l'exposé des motifs de l'article 13 de cette loi précise qu'il vise à renforcer la place essentielle de la branche dans le droit du travail.
La restructuration des branches vise notamment à renforcer les possibilités de négociation à cet échelon, à créer un socle commun de droits applicables aux salariés, à réguler la concurrence entre les entreprises. Reconnaître et attribuer une place centrale à la négociation collective d'entreprise au détriment de la négociation de branche et nationale introduit une incohérence profonde dans le projet de loi et annule le bénéfice de restructuration. Les branches représentent l'échelon la plus approprié de la négociation collective, permettant d'atteindre un équilibre entre le général et le particulier adapté à la réalité d'un secteur. Au contraire, la suprématie de l'accord d'entreprise consacre le triomphe du particulier sur le général, dont les salariés seront les premières victimes. Le droit du travail, né de la nécessité de rétablir l'équilibre dans le rapport de force, nécessairement inégal entre le salarié et l'employeur, est ici affaibli. Inscrire dans la loi la primauté de l'accord d'entreprise est un pied né à l'histoire, les parties prenantes à la négociation n'étant pas sur un pied d'égalité, cela ne peut déboucher que sur l'avènement d'un droit de travail à géométrie variable. Au contraire, renforcer le poids des branches afin que chacune d'entre elles atteigne une masse critique permettrait d'enrichir notre droit du travail en élargissant le champ de la négociation. La logique libérale qui préside à l'élaboration de cet article et de ce texte en général repose sur un postulat idéologique nullement démontré empiriquement, selon lequel assouplir les contraintes sociales pesant sur les entreprises faciliterait l'embauche. Les toutes dernières études, notamment celle de l'INSEE de juin 2017, tendent même à démontrer le contraire, puisque les barrières liées à la réglementation, et pas seulement celle du travail, ne sont citées que dans 18% des cas et arrivent en 4e position. Sans garantie aucune des bénéfices économiques d'une telle politique de l'emploi, cet article, à l'image du projet de loi d'habilitation, organise la course au moins-disant social, y compris entre les entreprises françaises d'un même secteur. Le présent amendement vise à restaurer le principe de la hiérarchie des normes sociales suivant le principe de faveur dans le cadre des différents niveaux de négociation collective, afin de maintenir l'existence d'un ordre public social. Cette hiérarchie implique que les accords et conventions ne puissent déroger, dans un sens moins favorable aux salariés, aux accords ou conventions de niveau supérieur selon l'ordre croissant suivant: accords d'entreprise, accords ou conventions de branche, accords nationaux professionnels, accords nationaux interprofessionnels. Merci Madame. Avis du rapporteur. Bien, chers collègues, oui, c'est un aspect assez technique que vous soulignez ici, en parlant de hiérarchie des normes, même si on a entendu dans nos éditions de ce matin et dans celle d'hier très clairement le fait que cette hiérarchie des normes n'était pas remise en cause. Simplement, vous introduisez ici en plus le principe de faveur. Alors, sur ce principe de faveur, permettez-moi quand même de rappeler que, effectivement, il faut qu'on soit relativement attentif au fait qu'il n'est nullement question de s'affranchir en fait des règles légales et du principe de faveur. À cet égard, d'ailleurs, les dispositions d'ordre public constitue un socle auquel il n'est pas possible de déroger par voie d'accord, qu'il soit de branche ou d'entreprise. Donc vous ne serez pas surprise que j'ai un avis défavorable sur cet amendement, Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur. Je mets aux voix cet amendement 73 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Amendement 29, Monsieur Vercamer. Oui, merci Madame la Présidente. Si notre groupe ne conteste pas le fait de pouvoir de reconnaître et attribuer une place centrale à la négociation collective, notamment en entreprise, il nous apparaît important de rappeler que la négociation entreprise ne doit pas être le principe de créer une concurrence déloyale entre les entreprises. Et il me paraît important de mettre un garde-fou dans cet article, notamment au regard de l'alinéa 3, qui est le suivant, en garantissant que les accords d'entreprise ne peuvent pas fausser la concurrence entre entreprises et donc, par ailleurs, ou en conséquence, reconnaître le rôle régulateur de l'accord de branche. Merci Monsieur. La parole est au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Bon, sur cette effectivement garantie qui repose sur l'idée que la branche doit être confortée dans son rôle de régulation économique et sociale, ne me semble pas contradictoire avec les orientations qui sont retenues par le gouvernement, chers collègues. Il ne me semble pas forcément utile de le préciser à ce stade de l'habilitation.
Je n'y suis toutefois pas opposé sur le fond. Je comprends votre logique, même si je ne suis pas certain que le terme de concurrence loyale et non faussée n'introduise pas ici un biais dans ce qui est aujourd'hui considéré comme le rôle régulateur des branches. D'ailleurs, on en a également parlé ce matin dans nos auditions. Bon, pour moi, il s'agit en fait d'une notion très économique qui rappelle le contrôle exercé par l'autorité de la concurrence sur les secteurs économiques. Donc j'aurais un avis défavorable, mais voilà, je propose peut-être qu'on ouvre le débat, si vous le souhaitez, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Je passe la parole à Madame la Ministre. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le député. Sur ce sujet-là qu'on a abordé déjà hier dans la discussion plus générale, effectivement, le rôle régulateur de la branche est très important, à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan économique par rapport à la concurrence. Compte tenu notamment de la dispersion, j'allais dire, des tailles d'entreprise. Alors, sur ce sujet-là, c'est un des sujets sur lesquels la concertation avec les partenaires sociaux a clairement enrichi notre approche. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez vu, je l'ai peut-être dit un peu rapidement hier, de 6 domaines qui sont aujourd'hui couverts par les branches, on arrive à 12. Donc on a plutôt renforcé à la fois ce qui peut se faire au niveau de l'entreprise et à la fois ce qui se fait dans la branche. Parce qu'il y a un certain nombre de secteurs, de domaines où il nous semble que c'est la branche qui doit jouer le rôle de régulateur principal. Ceci dit, dans celles qui sont dans le bloc 2, si vous vous rappelez, le bloc 1, c'est verrouillé systématiquement. Le bloc 2, c'est à la branche de savoir si elle le verrouille. Dans les discussions de branche, qui supposent un accord entre représentants des employeurs et représentants des syndicats de salariés, il y a toujours à la fois la dimension sociale, mais la dimension aussi équité des salariés, mais aussi des entreprises qui est pris en compte. Donc je pense que c'est un petit peu la, entre guillemets, jurisprudence, pas au sens juridique, mais c'est la pratique des branches. Et c'est pour ça que dans ce sens-là, nous avons plutôt, paradoxalement, à la fois renforcé la capacité à signer des accords d'entreprise, mais aussi des accords de branche en étendant les champs explicites dans la loi sur lesquels, finalement, on attend la discussion de branche. Et je rappelle que ça va de pair avec la concentration des branches qui va permettre que ce dialogue ait lieu effectivement, parce que ça ne sert à rien de l'écrire dans la loi si les branches ne s'en saisissent pas. Je pense qu'avec 200 branches, toutes les branches vont pouvoir se saisir du champ qui leur sera maintenant défini dans la loi et de façon plus large qu'avant. Donc pour les mêmes raisons que non pas de fond, mais parce qu'on pense que c'est déjà traité, même avis que le rapporteur. Merci, Madame la Ministre. Oui. Monsieur Cherpion. Oui, merci, Madame la Présidente. Cette précision me paraît intéressante. Je pense que Francis Vercamer a raison de mettre cette précision, même si j'entends bien les arguments de Madame la Ministre. Et si effectivement, lorsqu'il y aura 200 branches, nous aurons effectivement à ce moment-là un système qui sera peut-être un peu différent. Aujourd'hui, nous avons encore plus de 700. À ma connaissance, même si c'est en train de diminuer rapidement. Mais je pense que c'est une précision intéressante qu'il est bon de mettre aujourd'hui dans la loi. Et donc, nous voterons cet amendement. Merci, Monsieur Cherpion. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et de Madame la Ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous avons maintenant 2 amendements identiques. Amendement 53, déposé par Monsieur Prudhomme. Monsieur Prudhomme n'est pas là? Il ne peut pas être soutenu dans ce cas. Amendement 177, Monsieur Daréville? Oui, c'est mon collègue Jean-Philippe Nilor qui va s'exprimer. Cet amendement a pour objectif de limiter le champ des ordonnances relatives à l'articulation des niveaux de négociation. La nouvelle articulation qui nous est proposée s'inscrit dans le sillage de la loi El Khomri et vise à généraliser la primauté donnée aux accords d'entreprise au mépris des normes d'ordre public et des accords de branche. De telles dispositions qui tournent le dos au principe de faveur, quoi qu'on en dise, sur lequel s'est construit le droit du travail, ouvre malheureusement la voie à une négociation de régression, une négociation au service de l'extrême flexibilité préjudiciable pour les salariés comme pour les entreprises. J'en veux pour preuve que M. Alain Griset, président de l'UDP et représentant des artisans, affirme dans une interview aux Échos, une interview récente, le 14 juin dernier,
Il dit, je cite, « Pour les entreprises de moins de 20 salariés, l'accord d'entreprise ne peut pas être la règle. » Toutes les réformes engagées depuis 20 ans en matière de droit du travail n'ont eu de cesse, n'ont eu d'autre obsession que de promouvoir une négociation dérogatoire au niveau de l'entreprise. Et malheureusement, nous en connaissons le résultat pour les travailleurs. Une augmentation de la charge de travail sans augmentation de salaire, un développement des horaires à la carte, une flexibilité accrue et en définitive un affaiblissement de la protection jusqu'à présent garantie par la loi. Au contraire, ce dont nous avons besoin, c'est d'un rétablissement de la hiérarchie des normes et d'un renforcement de la négociation de branche pour éviter des pratiques d'optimisation sociale et j'ajouterai, j'oserais, un terme qui vient de chez nous, de profitation sociale. Merci, Monsieur Nilor. Je demande son avis au rapporteur. Oui, chers collègues, j'ai bien vu dans votre amendement votre inquiétude, mais je pense d'abord y avoir répondu précédemment. Il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes. Et donc, évidemment, votre amendement, je pense, se trouve là sans doute moins motivé. Simplement, ce que je voudrais rajouter, c'est que si l'objectif est principalement de privilégier le principe de subsidiarité, qui doit permettre une élaboration de la norme au niveau le plus adapté, d'ailleurs qui est souvent celui de la grande proximité avec les salariés, autrement celui de l'établissement ou de l'entreprise. Je pense qu'il ne convient de renvoyer au niveau de la branche que des thématiques pour lesquelles l'entreprise n'est pas à même de le gérer à son niveau. Alors, je pense par exemple à tout ce qui est dispositif des garanties collectives pour lesquelles la branche a toute sa place et est plus légitime que l'entreprise. Bon, donc cette inversion ne revient pas, contrairement à ce que vous pensez, à nier le principe de faveur et l'ordre public social. En effet, les règles d'ordre public légal constituent le socle de garantie auquel il ne sera pas possible de déroger ni par accord de branche, ni par accord d'entreprise. Mon avis est défavorable, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement 177 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Passons à l'amendement 110, défendu par Monsieur Cotenès. L'article 1er, alinéa 1, vise à habiliter le gouvernement à réécrire la totalité des dispositions du Code du travail pour consacrer la primauté des accords d'entreprise sur les conventions et accords de branche nationaux, professionnels et interprofessionnels au détriment des salariés. Le renversement de la hiérarchie des normes que pourrait opérer le gouvernement en se fondant sur cet article qui l'habilite à faire de l'entreprise le centre de la négociation sociale plonge les salariés dans une incertitude juridique qui leur est dommageable. En s'appuyant sur cet article, le gouvernement pourrait également placer les petites et moyennes entreprises dans une situation concurrentielle interne au territoire national en leur supprimant la possibilité de se référer à un droit conventionnel de branche commun à leur secteur. Il s'agit d'une aggravation de l'inégalité des droits entre salariés alors que la loi se doit de protéger et promouvoir leur égalité. Par ailleurs, cet article aboutit à un désarmement des services de l'État dans le contrôle de l'application des normes du travail en créant un droit du travail différent par entreprise que les services compétents ne pourraient intégralement appréhender et contrôler. Cet article va donc à l'encontre d'autres dispositions du projet de loi d'habilitation, notamment l'article 2B habilitant le gouvernement à accélérer la procédure de restructuration de branches professionnelles en modifiant les éléments de la loi numéro 2016-1088. Or, l'exposé des motifs de l'article 13 de cette loi précise justement qu'il vise à renforcer la place essentielle de la branche dans le droit du travail. La restructuration des branches vise notamment à renforcer les possibilités de négociation à cet échelon, à créer un socle commun de droit applicable aux salariés et à réguler la concurrence entre les entreprises. Reconnaître et attribuer une place centrale à la négociation collective d'entreprise au détriment de la négociation de branche et nationale introduit une incohérence profonde dans le projet de loi et annule le bénéfice de la restructuration. Les branches représentent l'échelon le plus approprié de la négociation collective, permettant d'atteindre un équilibre entre le général et le particulier, adapté à la réalité d'un secteur. Au contraire, la suprématie de l'accord d'entreprise consacre le triomphe du particulier sur le général, dont les salariés seront les premières victimes. Le droit du travail, né de la nécessité de rétablir l'équilibre dans le rapport de force nécessairement inégal entre le salarié et l'employeur, est ici affaibli.
Inscrire dans la loi la primauté de l'accord d'entreprise est un pied de nez à l'histoire. Les parties prenantes à la négociation n'étant plus sur un pied d'égalité, cela ne peut déboucher que sur l'avènement d'un droit du travail à géométrie variable. Au contraire, renforcer le poids des branches afin que chacune d'entre elles atteigne une masse critique permettrait d'enrichir notre droit du travail en élargissant le champ de la négociation. La logique libérale qui préside à l'élaboration de cet article et de ce texte en général repose sur un postulat idéologique nullement démontré empiriquement, selon lequel assouplir les contraintes sociales pesant sur les entreprises faciliterait l'embauche. Les toutes dernières études, notamment celle de l'INSEE de juin 2017, tendent même à démontrer le contraire, puisque les barrières liées à la réglementation, et pas seulement celles du travail, ne sont citées que dans 18% des cas et arrivent en 4e position. Sans garantie aucune du bénéfice économique d'une telle politique de l'emploi, cet article, à l'image du projet de loi d'habilitation, organise la course au moins-disant social, y compris entre les entreprises françaises d'un même secteur. Le présent amendement vise à restaurer le principe de la hiérarchie des normes sociales, suivant le principe de faveur dans le cadre des différents niveaux de négociation collective, afin de maintenir l'existence d'un ordre public social. Cette hiérarchie implique que les accords et conventions ne puissent déroger dans un sens moins favorable aux salariés, aux accords ou conventions de niveau supérieur selon l'ordre croissant suivant: accords d'entreprise, accords ou conventions de branche, accords nationaux professionnels, accords nationaux interprofessionnels. Merci. Merci monsieur. Avis du rapporteur. Oui, chers collègues, effectivement, dans votre argumentaire, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai d'ailleurs trouvé dans l'amendement qui a été tout à l'heure défendu par Madame Fiat. Sur le principe de faveur, je vais vous redonner les mêmes éléments. Votre amendement, pour moi, consiste concrètement à revenir à la situation applicable avant la loi de 2004, puisqu'il s'agirait de rétablir un strict principe de faveur au niveau des accords d'entreprise. Bon, pourtant, depuis 2004 et puis également en 2008 et enfin par la loi de 2016, il y a, vous le savez, la possibilité de déroger par accord d'entreprise aux règles prévues par accord de branche. Ça ne signifie pas qu'il soit possible de négocier tout et n'importe quoi d'ailleurs au niveau de l'entreprise. Je pense que votre raisonnement oblitère totalement le fait qu'il existe en fait un socle légal qui est d'ordre public, auquel d'ailleurs, je le redis, il n'est absolument pas question de déroger. Et c'est dans ce socle que figure l'ensemble des principes qui garantissent les droits et la protection des salariés. Peut-être un exemple, votre argumentaire était riche, je donne l'exemple des durées maximales de travail. Il est désormais, depuis la loi 2016, possible de déroger par voie d'accord d'entreprise aux durées maximales de travail, éventuellement prévues par la branche. Mais en tout état de cause, des durées maximales légales d'ordre public s'appliquent. Par exemple, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures est d'ordre public. Et c'était déjà le cas avant 2016 et ça le reste toujours. Mon avis est défavorable, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Oui, j'ai une remarque un peu générale et une remarque plus précise sur cet amendement. J'entends dans plusieurs amendements un sujet qui est effectivement le sujet de fond. On fait confiance ou pas au dialogue social. Tout le pari de la loi, des projets de loi d'habilitation et des ordonnances, c'est de faire le pari que le dialogue social apporte une valeur économique et sociale aux entreprises, aux salariés et au pays, aux différents niveaux. Et après, c'est de trouver la bonne articulation entre la loi, qui est le socle légal d'ordre public, qui s'impose à tous et qui donne les principes généraux, ce qui est de la responsabilité de la branche et ce qui est de l'initiative par accord dans l'entreprise. Et sur ce plan-là, comme je l'ai dit précédemment, et ça allait dans le sens d'ailleurs de nombreuses de vos remarques hier ou de vos questions hier, on a plutôt élargi le champ des branches. Je prends par exemple, on a ajouté un sujet qui montre aussi la confiance qu'on a dans le dialogue social sur la reconnaissance des parcours, des carrières, la formation des représentants des syndicaux. C'est un sujet important car on ne peut pas vouloir du dialogue social renforcé et ne pas permettre aux acteurs de se former, de se préparer et aussi de pouvoir poursuivre une carrière professionnelle. Donc c'est typiquement ce genre de sujet qu'on a ajouté suite aux concertations. Et si on est passé de 6 sujets explicites à 12 sujets explicites, c'est bien suite à ces concertations. Simplement, il y a des choses qui sont de toute évidence, lorsqu'on est dans la mutualisation de systèmes de prévoyance ou de formation professionnelle, c'est de toute évidence de l'ordre de la branche. Les classifications aussi, les salaires minimums aussi. Il y a toute une série de sujets sur lesquels il y a vraiment convergence complète sur le fait qu'il faut que ce soit dans la branche. Et puis il y a d'autres sujets sur lesquels la branche peut ou pas se saisir parce qu'il y a, et ça c'est un point important aussi de la loi,
vraiment la nécessité, le sentiment un peu d'urgence de pouvoir en prendre en compte la diversité des secteurs d'activité, des types de métiers, et ensuite, pour certains aspects, de la spécificité de l'entreprise. Donc c'est cette articulation qui est, à mon avis, l'ossature de la loi, mais effectivement, peut-être que le point de départ fondamental, c'est est-ce qu'on croit que le dialogue social apporte de la valeur? Si oui, eh bien, on discute ce qui est dans la branche, ce qu'on renforce, dans l'entreprise, qui renforce. Mais il faut faire ce pari-là. Sinon, effectivement, si on croit que la loi peut, à Paris, entre l'Assemblée et le gouvernement, définir tout ce qui se passe dans toutes les entreprises tous les jours, c'est une autre conception un peu bureaucratique du monde, mais ce n'est pas la nôtre. Votre avis est donc défavorable, Madame la Ministre? Oui, pardon. Ça veut dire avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et de Madame la Ministre. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Amendement 171, qui est défendu par Monsieur Cottenens ou Madame... D'accord. Je ne vais pas vous faire l'affront de relire ce que nous venons de dire. Vous avez compris quel était notre objectif, c'est de permettre par le déploiement de ces amendements qu'il existe un débat et qu'au moins soient entendus les arguments que nous avons apportés. Visiblement, effectivement, tout le monde est harassé, mais je pense que c'est nécessaire. Donc je vais profiter de ce nouvel amendement qui est avec l'argumentaire équivalent au précédent pour réagir aux propos qui viennent d'être tenus, simplement pour dire que Édouard Philippe a dit hier dans l'hémicycle, Monsieur le Premier ministre, que les moyens ne seraient pas illimités. Mais visiblement, les belles paroles, elles, le sont. Nous n'avons droit qu'à un exposé des bonnes intentions. Mais en réalité, derrière de belles intentions et une façade qui est toujours la même, vous ne pouvez pas nier qu'il y a là une dureté sociale sans nom. Le dialogue social, la confiance sont, vous le dites vous-même, Madame la Ministre, un pari. En tant que ministre du Travail, vous n'êtes pas là pour faire des paris, fussent-ils même hasardeux, vous êtes là pour prendre des décisions, et celles que vous prenez nous semblent dangereuses. Merci, monsieur. On a avis du rapporteur? Oui, donc je vais pas redévelopper effectivement, Monsieur Catelens, d'argumentaire. Chers collègues, j'ai bien compris la cohérence de vos amendements. Donc je me bornerai à exprimer un avis défavorable, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre? Oui, juste un mot. Le pari de la confiance, il est basé sur la réalité de terrain. Il y a dans l'Assemblée, il y a autour de nous, dans vos circonscriptions, il y a dans mon expérience, dans toutes ces expériences, tout à fait les atouts pour croire que le dialogue social peut être constructif et qui peut apporter de la valeur, de la justice sociale et du progrès social. Donc le pari, ce n'est pas un pari hasardeux. C'est la confiance que l'expérimentation, la confiance que la réalité du terrain l'emporte sur l'idéologie et que justement le pays est prêt, les entreprises sont prêtes et nous avons confiance aux organisations d'employeurs, aux organisations syndicales de salariés, peut-être vous ne le faites pas, pour justement mener ce débat au nom des salariés, au nom des entreprises, à tous les niveaux, branches et entreprises, pour contribuer à la norme sociale et faire progresser nos entreprises, les salariés et le pays. Je suis donc défavorable. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et un avis défavorable de Madame la Ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement 204, défendu par... Défendu? Oui. Allez-y. Donc cet amendement vise à réinstaurer le principe de faveur et à bien le sanctuariser dans le texte en ajoutant après entreprise dans un sens moins favorable aux travailleurs afin d'éviter justement la remise en cause du principe de faveur. Merci monsieur. Avis du rapporteur? Oui, donc toujours la même cohérence, chers collègues. Donc j'ai bien noté que vous souhaitiez élargir le verrou des accords de branche. Donc cet avenant complémentaire, Madame la Présidente, du précédent amendement, le même objectif que celui-là. Et donc mon avis est défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.
Amendement 208. Il est défendu, M. Cotten? Nous proposons la suppression de l'alinéa 3 pour les mêmes motifs que ceux déjà cités dans les précédents amendements. Merci, monsieur. Avis du rapporteur? J'avais noté la suppression de la fin de l'alinéa 3 et pas tout l'alinéa 3 pour cet amendement. Donc supprimer effectivement dans votre amendement le principe par défaut d'une primauté de l'accord d'entreprise. Donc simplement un mot, là encore vous allez clairement à l'encontre de la démarche initiée par le gouvernement et en particulier de la concertation menée avec les partenaires sociaux dont on a eu un témoignage ce matin. En supprimant la fin de cet alinéa, chers collègues, vous proposez d'en revenir à la situation antérieure à la loi de 2004. J'ai déjà expliqué tout à l'heure pour quelles raisons un tel mouvement ne me semble ni possible ni souhaitable. Donc j'émettrai un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets aux voix cet amendement 208 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous arrivons maintenant à deux amendements identiques. Le 161, monsieur Quatennens, vous le défendez? Madame Fiat, d'accord. Donc l'alinéa B du premier de l'article 1er habilite le gouvernement à autoriser des dispositions moins contraignantes pour les petites entreprises que pour les grandes dans une même branche. Cette possibilité permettrait aux grandes entreprises qui peuvent beaucoup peser dans la négociation de branche de diminuer les droits conventionnels des salariés, de leurs sous-traitants au sein de la même branche afin d'exercer une pression à la baisse sur les prix de ces derniers. C'est pourquoi nous voulons supprimer l'alinéa 4. Merci madame. Avis du rapporteur. Alors, au-delà de mon avis que je vais donner, mais vous pointez en fait globalement la fragilité des petites entreprises. Or, cet alinéa, il prévoit justement précisément la possibilité de protéger leurs spécificités en rendant possible un aménagement des règles applicables aux TPE-PME dans le cadre des conventions et accords de branche. Donc cette méthode de différenciation qui permet de tenir compte des spécificités et des problématiques particulières aux petites entreprises, il serait dommage de refermer cette piste avant de l'avoir explorée. Donc moi je souhaite qu'on garde cette piste et évidemment je vais donner un avis défavorable, Madame la Présidente. Je vais me permettre de passer la parole à monsieur Daréville puisque c'était un amendement identique pour défendre votre amendement, monsieur. Merci Madame la Présidente. Au préalable, je voudrais effectuer deux remarques, si vous me le permettez. La première concernant la question que vous avez évoquée de la confiance ou pas au dialogue social, Madame la Ministre, en disant que je suis un peu surpris que vous nous présentiez cette vision quand même un peu naïve de logique économique dont nous voyons chaque jour les dégâts dans la société. Et moi, je les ai rencontrés à de nombreuses reprises dans ma circonscription ces derniers mois, ces dernières années. Et je crois que cette pétition de principe est très insuffisante et qu'on ne peut pas laisser faire simplement la main invisible du marché. Et je crois qu'il ne faut pas que les pouvoirs publics refusent d'intervenir dans le rapport de force réel qui s'exerce dans la société et effectivement dans le monde économique, dans les entreprises elles-mêmes. Deuxième remarque sur le refus du principe de faveur. Lorsque, monsieur le rapporteur, vous indiquez vous-même qu'il est possible de déroger, que l'accord d'entreprise, de fait, rend la négociation de branche par défaut et donc supplétive. Je crois que de ce fait, la place de la loi est fragilisée. Deux éléments supplémentaires rapidement sur l'amendement que nous venons d'évoquer, parce qu'à travers cette disposition, il s'agit effectivement de permettre l'adaptation dans les petites entreprises de certaines clauses de l'accord de branche. Certaines entreprises pourraient donc déroger aux dispositions de cet accord de branche et donc le gouvernement ne donne dans ce texte aucune définition de ce qu'est une petite entreprise. Nous avons eu le débat ce matin avec un certain nombre des représentants des employeurs. De même, aucun critère de dérogation n'est énoncé, laissant toutes les marges de manœuvre à l'exécutif pour rendre l'application des accords de branche optionnelle. Donc au-delà de cette rédaction qui nous semble hasardeuse, une telle mesure est selon nous dangereuse car elle impliquerait un droit du travail à la carte selon les entreprises. Je sais que nous en avons aussi discuté hier soir, favorisant le dumping social au sein d'un même secteur d'activité et j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs économiques qui ont des inquiétudes de ce point de vue-là. Je crois que c'est la porte ouverte à un éparpillement du droit du travail au détriment des droits dont bénéficient les salariés des petites entreprises et les petites entreprises elles-mêmes. Merci monsieur. Je donne la parole à Madame la Ministre. Oui, merci. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'on l'a dit beaucoup depuis hier, ça a été redit tout à l'heure
par un des députés, on doit prendre en compte la diversité de taille et de situation des entreprises. C'est très important. Et c'est d'ailleurs, ça a été le sens d'un amendement qu'on a rejeté, mais qui, sur le fond, parlait aussi de ce sujet-là. C'est pour ça qu'il est important que les accords de branche puissent prévoir, dans certains cas, des dispositions qui sont adaptées à la taille des entreprises. Je pense notamment aux entreprises de moins de 11 salariés et dans certains cas de moins 50 salariés. C'est ça dont on parle. Il y a certaines conventions collectives, par exemple dans le bâtiment, qui retiennent déjà le critère de l'effectif, par exemple, pour l'application de leurs stipulations. Une des voies qui a été pas mal abordée dans les concertations, qui est une piste intéressante, et aussi un certain nombre de branches qui envisagent de négocier des accords types qui permettraient non pas de finaliser complètement ce qui se passe dans l'entreprise, mais pour la TPE, d'avoir des points de repère qui lui simplifient la vie tout en lui donnant la souplesse nécessaire pour discuter avec ses représentants du personnel, avec ses salariés, des conditions de mise en œuvre. Donc on voit bien que là, il y a l'intelligence pragmatique qui est nécessaire, et c'est pour ça qu'il nous semble important de permettre aux branches, j'allais dire d'une certaine façon, non seulement de leur permettre, mais de leur demander de vérifier qu'à chaque fois qu'elles négocient un accord, elles ont bien pris en compte la situation des petites entreprises, et donc ça tape si besoin. Il y a des secteurs où il n'y a pas besoin d'adapter, il y a des domaines, des champs, mais il y a des champs où il faut adapter en fonction de la taille de l'entreprise, qu'elles en aient, j'irai, la possibilité et un peu le réflexe. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec le regroupement des branches, qui va permettre d'avoir des négociations plus riches, il y aura encore plus de diversité d'entreprises et donc une nécessité de prendre en compte le réel et le réel de la diversité des entreprises. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à cet amendement. Merci Madame la Ministre. Je mets donc aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis défavorable. Oui, allez-y. J'interviens suite aux propos de la ministre, parce que quelque part, il y a une contradiction qui est flagrante entre le fait de dire qu'on fait confiance au dialogue social et, en l'occurrence, le dernier argument qui est porté par la ministre, c'est de dire on va mettre dans la loi un réflexe que doivent avoir les acteurs du dialogue social, c'est-à-dire de penser aux petites entreprises éventuellement. Donc, si on fait confiance au dialogue social, on fait confiance à l'intelligence des acteurs de branche. On n'a pas besoin de l'introduire dans la loi. Merci, monsieur. Avis du rapporteur. Alors, mon avis est défavorable, juste pour le collègue qui vient de s'exprimer. Hein, dans la loi, l'alinéa 4 de l'article 1er, c'est peut prévoir, c'est une faculté qui est donnée. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis défavorable du rapporteur et de madame la ministre. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous passons maintenant à trois amendements